le grand entretien. Et à 8h15, dans le grand entretien ce matin, c'est Jean-Marc Belaïch, le président du groupe Printemps. Bonjour. Bonjour Christophe. Alors on a plein de questions à vous poser avec Laure, parce que la grande distribution, elle est en pleine transformation. La grande distribution sélective, de grands magasins, le boulevard Haussmann à Paris, et donc Wall Street à New York, puisque vous y allez, ça y est, vous débarquez. Pourquoi est-ce que vous allez aux États-Unis? Parce que en physique, hein. C'est pas une cotation, hein. Non, pas de cotation. Non, bien sûr, vous avez raison. Mais pourquoi aller à New York, ouvrir un grand magasin? Est-ce que c'est le sens de l'histoire? Alors, il y a plusieurs raisons à notre ouverture à New York. La première, c'est que c'est un marché qui reste un marché en croissance, un marché assez attractif. On se rend compte que le luxe, la mode haut de gamme et même la beauté haut de gamme est très sélective et sont plutôt des marchés sous-développés aux États-Unis, donc il y a encore beaucoup de potentiel. Deuxième raison, c'est que être aux États-Unis et à New York, pour nous, c'est de la visibilité pour la marque. Et donc c'est la possibilité de capter des touristes américains à Paris, des touristes étrangers qui verraient le printemps à New York et qui viendraient à Paris ensuite. Et la troisième chose, c'est l'e-commerce. Ouvrir de l'e-commerce aux États-Unis, ça fait partie de notre plan. Et du coup, avoir la possibilité d'avoir un magasin sur place, ça renforcera cette entrée du printemps en e-commerce aux États-Unis. Vous dites c'est sous-développé, mais quand même, il y a des marques très présentes, les Macy's, les Bloomingdale's. C'est connu déjà, Alors, vous avez raison. Ce qui est sous-développé, c'est les dépenses. Lorsqu'on regarde les dépenses du marché du luxe ramenées au GDP du pays ou ramenées au nombre de millionnaires, par exemple, dans le pays, on se rend compte que l'Américain moyen dépense moins que le Chinois ou que certains autres pays européens. Donc ça, c'est une donnée qui est attractive. Après, là où vous avez raison, c'est que c'est un marché extrêmement exigeant. Ouais. Beaucoup de magasins, beaucoup d'acteurs, beaucoup de compétitions. Vous allez dire que c'est la sélection française? Donc non, on va y aller avec un modèle très innovant, déjà un format beaucoup plus petit, puisqu'on parle de 5000 m², ce qui pour nous est relativement petit. Il faut savoir que nos magasins, le magasin d'Haussmann fait près de 50 000 m², les magasins en province font entre 8 et 12 000 m², donc c'est 2 fois plus petit qu'un magasin moyen de province pour nous. Le quartier ensuite est assez unique, un quartier en devenir, un petit peu comme Haussmann Saint-Lazare l'été à l'époque. En reconstruction totale. En fait, on parle évidemment du sud de Manhattan, notamment qui avait été traumatisé, défiguré par les attaques terroristes. Et donc cette reconstruction, ce quartier qui a été entièrement reconstruit tout en bas de Manhattan. Hein. Mais c'est un vieil immeuble. Alors c'est un vieil immeuble mais qui est rénové, c'est un immeuble patrimonial et ça aussi ça résonne avec ce qu'on est au printemps puisque le bâtiment d'Haussmann est classé. Ce bâtiment est classé aussi, on a même une salle intérieure qui s'appelle la Red Room, la chambre rouge, qui est classée. Donc ça, c'est des effets miroirs avec ce qu'on fait à Paris qui nous intéresse beaucoup. Et puis ensuite, le modèle va être très innovant. Dans les 5000 m², on va faire quelque chose de très très différent. Ça ne ressemblera à aucun magasin. Et ça va ressembler à quoi du coup? Presque à aucun magasin dans le monde. Dans le monde. Ça sera mais ça sera un magasin quand même. Mais du coup, c'est un magasin, mais il y aura beaucoup de services. Il y aura beaucoup de digital et d'omnicanalité et il y aura une façon de disposer les catégories qui sera très innovante. Alors, je ne peux pas en dire plus, qu'on est en plus en train de travailler là-dessus. Ce qui est intéressant en vous écoutant, sur la cible, vous dites, voilà, il y a finalement, en nombre de millionnaires par habitant, finalement, ils ne dépensent pas assez. Vous parlez de premiumisation, vous parlez de flagship, de vitrine. En fait, vous allez tous un peu, les groupes de luxe, aller chercher, vous n'êtes pas un groupe de luxe, mais vous êtes un groupe de distribution premium, vous allez tous chercher cette clientèle-là, qui effectivement doit pouvoir vous voir à New York, à Paris, à Tokyo, pour avoir le réflexe ensuite d'appeler un personal shopper via une visioconférence, d'aller sur votre site internet. C'est ça l'objectif? C'est l'objectif, oui, c'est un des objectifs, comme je le disais. Il y a aussi les touristes non américains, puisqu'à New York et à Wall Street, c'est assez incontournable. Donc qu'on soit touriste de partout dans le monde, lorsqu'on va à New York, on visite cet endroit et donc on visitera le printemps aussi. D'ailleurs, vous êtes maintenant un groupe sous capitaux qatari. D'ailleurs, vous allez ouvrir à Doha en octobre. J'imagine que c'est la même logique. On doit pouvoir avoir cette marque printemps présente mondialement. C'est la même logique. Alors, mondialement, on ne va pas ouvrir 50 magasins dans les prochaines années, mais par contre, avoir quelques ancrages forts dans des régions intéressantes, visibles, où il y aura du tourisme et des retombées touristiques à Paris, c'est quelque chose d'intéressant. On est en train de considérer d'autres localisations. Par exemple, là, les gros hubs mondiaux de tourisme, c'est ça? Bon. Vous avez retrouvé des niveaux de croissance, de vente quasiment au niveau de 2019. On n'est plus qu'à 10%, je crois, en dessous des niveaux. La clientèle a changé. Les Chinois ne sont plus là. Il y a les Américains. Qui est là d'autre? Alors vous avez raison, on est
pas très loin de 2019. On est même au-dessus de 2019 sur le mois d'août. C'est la première fois depuis 2 ans qu'on revient à des niveaux au-dessus de pré-Covid avec l'absence de Chinois. Donc on est vraiment ravis de ces performances. Et vous avez raison, la clientèle a beaucoup changé. On a fait un vrai travail sur les clients locaux. Les Parisiens, les Lillois, les Lyonnais, les Marseillais, les Rouennais, partout où on a des magasins en France, on se rend compte qu'on a une croissance à 2 chiffres sur les Français. Donc les Français. C'est pas un magasin de touristes. Absolument. Les Français sont revenus massivement dans les magasins printemps et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a fait un travail ensuite de ciblage de certaines nationalités avec cette volonté de diversifier. Donc, on a été chercher des Américains lorsqu'ils réserver leur voyage à Paris sur Expedia, avec des partenariats avec Disneyland, avec des partenariats avec Visa, ce qui a fait qu'on a eu un très bel afflux d'Américains dans nos magasins à Haussmann, mais aussi dans d'autres régions en France. Ce qui est intéressant, c'est que les Américains, de plus en plus, il n'y a pas que Paris qui peut les intéresser. Ils vont à Lyon, ils vont à Toulon, ils vont à Marseille, ils vont à Deauville, et donc tous nos magasins ont pu bénéficier de ça. Les Asiatiques aussi, avec un retour fort des Coréens, Ouais. le Moyen-Orient. Et puis l'Europe, et notamment l'Angleterre, puisque maintenant les Anglais ont la possibilité de détaxer à Paris. Quand on vous a vu la dernière fois, au moment des différentes pandémies, il y avait le retour des locaux, des Parisiens dans les grands magasins. Quand vous Parisiens, Lillois, partout on a... province. Est-ce que vous les avez conservés? Est-ce qu'ils sont revenus à leur pratique ancienne d'autres chaînes de magasins, de l'Internet, ou est-ce qu'ils ont pris ce goût d'aller effectivement dans Non, les on grands continue sur notre année fiscale, donc de début avril à fin août, à date, on est en croissance par rapport à pré-Covid sur les locaux. Donc ils sont continués à revenir dans les magasins printemps. Et en fait, c'est aussi le fruit de la transformation qu'on a menée depuis quelques années. Vous savez qu'on a changé notre marque complètement. On a changé énormément d'espaces. On a construit beaucoup d'espaces expérientiels. Ouais. Notamment les restaurants. Vous avez tous des beaucoup de restaurants avec des terrasses, des vues Tour Eiffel, des vues sur l'Opéra, des vues sur le Sacré-Cœur. Donc on a vraiment un vrai 360 sur Paris. On a aussi des concepts innovants, uniques, que l'on trouve qu'au printemps. Par exemple par exemple, on a ouvert l'Endroit dans plusieurs magasins de France. Et l'Endroit, c'est en fait un espace multimarque dans lequel nous proposons des designers haut de gamme, mais peut-être moins connus que les grandes marques de luxe. Donc c'est vraiment une sélection et une curation très forte. Ouais. Et ce type d'espace, on les a multipliés. On a ouvert par exemple le Joli Cadeau. Dans les rez-de-chaussée de la plupart de nos magasins, il y a un espace cadeau avec des petits objets pas très chers. Presque des concept stores à la Colette. Exactement. Et c'est intéressant parce que il y a quand même, la compétition est forte sur les grands magasins. On a vu la réflexion de la Samaritaine, on a vu les Galeries Lafayette, votre voisin qui ouvre, je crois cet automne, un espace forme et santé. Comment se démarquer Je vais vous dire, moi je trouve que le marché parisien présente en termes de grands magasins ce qui se fait quasiment de mieux aujourd'hui. Alors en Asie, il y a aussi des choses intéressantes, en Angleterre, mais on est vraiment effectivement tous assez forts. Je dois le dire, que ce soit le Bon Marché qui fête ses 170 ans et c'est très beau ce qu'ils sont en train de faire, les Galeries Lafayette, les Samaritaines, on a des grands magasins forts et ça, je pense qu'il y a une émulation et quelque part ça redore le blason de tous les grands magasins et les Français se disent bah oui, les grands magasins c'est intéressant, on y va. Je repense à vos chiffres du mois d'août qui ont bien fonctionné et est-ce que vous avez cette clientèle américaine qui a bénéficié du dollar fort? Est-ce que ça, vous l'avez vu très fortement? C'est sûr. En fait, nos chiffres, en fait, c'est même plus que sur le mois d'août. Sur notre année fiscale, donc de début avril à fin août, on fait un x3 sur les Américains. Et c'est sûr qu'un dollar à parité avec l'euro, ça aide. Il se régale, oui. Dans votre portefeuille de marques, au-delà du printemps, il y a Citadium, Place des Tendances, Made in Design. Comment ça fonctionne? Le online, les magasins de sport, la concurrence aussi par d'autres géants du sport en France. Alors Citadium, c'est pas du sport. Non. Citadium, c'est le grand magasin de la Gen Z ou de la Gen Alpha. C'est une cible très jeune, 15-25 ans. Et c'est un magasin de mode. Il y a quand même beaucoup de basket et de running. Oui, mais c'est non, mais qu'on ne porte pas pour faire du sport. Oui, c'est plutôt streetwear. C'est très ancré dans la culture rap. On a d'ailleurs un studio d'enregistrement. Donc ça marche très bien. C'est très expérientiel, notamment le flagship d'Haussmann. J'ai dit, il y a un studio, il y a un burger qu'on a ouvert au rez-de-chaussée. Donc Citadium, c'est vraiment une pépite. On a ouvert l'année dernière Lille, en plein Covid. Alors là, il y a eu beaucoup de commentaires en disant ils sont fous. C'est un magasin qui marche très fort. Et donc on a pour ambition de continuer à développer Citadium. C'est vraiment une pépite dans notre portefeuille. Made in Design, c'est une autre pépite. On est sur un marché du meuble, de la décoration, du design, qui est en forte croissance. On est sur un canal en forte croissance avec beaucoup de nouveaux acteurs qui se sont très bien débrouillés, Med.com. Exactement. Il y a de quoi faire.
faire. Alors on est un peu plus haut de gamme puisqu'on a quand même des grandes marques italiennes, norvégiennes, scandinaves. Donc là on est aussi en accélération sur Made in Design. Et Place des Tendances, c'est aussi un site qui a complètement sa place dans notre portefeuille puisque c'est vraiment le site de mode accessible, facile, avec beaucoup de conseils. Et on est en train de le repositionner pour aller encore plus vers le conseil, encore plus vers la proximité avec sa communauté. Un mot des personnels shoppers, hein, l'avenir des achats. Est-ce que vous en avez c'est l'avenir pour vous? On en a 80. Ah oui, vous en avez beaucoup. Je pense qu'on est un des leaders sur le sujet et on investit énormément sur ce sujet parce que le service est très important, l'humain est très important et c'est ce qu'apporte un personal shopper. Laure aimerait bien avoir un personal shopper. À partir de quel panier on peut avoir son personal shopper? Simple, à partir de rien du tout. Il n'y a aucune limite et c'est gratuit parce que Et pourquoi j'en ai pas un du coup? Alors c'est quand vous voulez. Effectivement, et pour nous en fait, la stratégie du personal shopper, c'est vraiment de fidéliser nos clients. On veut que nos clients dépensent davantage chez nous. On ne veut pas qu'ils dépensent davantage en absolu, mais on veut que le prochain achat se fasse. C'est plutôt un concierge de luxe. Un influenceur. Alors c'est un concierge du luxe, mais quelqu'un qui est formé en mode, qui connaît très bien les marques de mode, qui est connecté. D'ailleurs je dis mode, ça peut être beauté aussi, parce qu'on en a sur la beauté, ça peut être joaillerie, montre, ça peut être maison. Pour votre smoking blanc pour les BFM Awards. Oui, j'ai un projet. Voilà. Un projet privé. Et donc c'est quelqu'un qui va vous comprendre, qui a un excellent relationnel et qui va d'abord vous comprendre, qui va ensuite faire matcher vos préférences, vos goûts avec ce qu'il voit du marché. Oui, mais vous me dites c'est gratuit, si je fais un panier derrière à 200 €, vous allez faire un peu la tronche. Non, parce que le premier panier souvent est à 200 € et c'est pas grave. Après, c'est à eux d'être suffisamment fort pour que l'achat d'après se fasse chez nous. Donc ça, on le pousse énormément et c'est sur WhatsApp aussi. Donc c'est très, très facile, c'est presque un nouveau canal. Il y a l'e-commerce, il y a aller en magasin, il y a ce canal-là. Puis il y a aussi parler sur WhatsApp. Alors, votre leitmotiv, c'est l'expérience. Le problème, c'est qu'il y a la transition énergétique, les lumières, la consommation, la climatisation, les grands magasins, le volume, la surface. Est-ce que vous n'avez pas peur à un moment donné d'être entravé dans cette volonté de multiplier les expériences? Est-ce qu'un grand magasin, c'est pas juste une bombe atomique énergétique? Non, alors déjà quand on s'appelle Printemps, avec le nom que l'on porte, qui est synonyme de nature, de cycle, on se doit d'être extrêmement engagé. C'était dans notre ADN, celle de notre fondateur, tant d'ailleurs au niveau de responsabilité sociale que de responsabilité environnementale. Donc on est hyper conscient de ça. Il y a des chantiers qui avaient été lancés bien avant mon arrivée pour que le Printemps fasse vraiment un saut pour s'améliorer sur cette dimension-là. À mon arrivée, je n'ai fait que renforcer tous ces sujets. La crise que nous vivons en ce moment, effectivement, nécessite des actions encore plus fortes. Et votre facture d'électricité va exploser. Hein. Absolument, on est en train d'accélérer. Et donc, tant pour des raisons de coût que des raisons de conviction personnelle de mon COMEX, de mes équipes, que de consistance avec la marque, on est en train de faire des efforts plus forts. Alors ça se traduit par quoi? Je ne pense pas que ça va entraver l'expérience client. Vous allez devoir éteindre les vitrines la nuit? Ah oui. Alors absolument. Aujourd'hui, en fait, à l'heure où je vous parle, en tout cas avant les changements, parce qu'on vient de changer cette semaine, les vitrines, les enseignes étaient en gros allumées jusqu'à 23h, voire minuit en fonction des villes. On a décidé de couper ça et à la fermeture, une demi-heure après la fermeture, pour laisser les derniers clients sortir dans un environnement acceptable, on coupera la lumière de nos vitrines. À Paris également? Absolument, absolument. Alors il y a une question qui se pose sur Noël. Que fait-on à Noël? Parce que là, il y a des enfants qui peuvent venir à un magasin fermé pour voir les vitrines. Donc on est en train de se coordonner avec le comité Haussmann pour avoir une approche cohérente là-dessus. Donc ça, c'est un sujet important, mais on est en train de travailler sur les éclairages. On a près de 100 000... Et l'isolation, parce que les verrières... 100 000 lampes à changer pour passer en LED. On a déjà fait 10%. On est en train d'accélérer sur tous ces sujets. Bon, merci beaucoup Jean-Marc Belaïch, président du groupe Printemps, d'avoir été l'invité de Good Morning Business dans le grand entretien. Merci.